Le 15 mars 1987, le père Mathieu Lavigne célèbre la messe dominicale de 11 heures à l'église Saint-Martin de Beaumont-sur-Loire, un petit village de 750 habitants niché entre Orléans et Tours. À 12h15, il serre les mains des derniers paroissiens sur le parvis, sourit à Madame Beauchamp, qui lui rappelle la réunion du conseil paroissial prévue pour le lendemain, puis disparaît dans la sacristie. Plus personne ne le reverra vivant. Sa bicyclette reste appuyée contre le mur de pierre de l'église. Son bréviaire demeure ouvert sur son bureau. La théière qu'il avait mise à chauffer siffle pendant près d'1 heure avant que quelqu'un ne remarque son absence. Lorsque les gendarmes fouillent la paroisse ce soir-là, ils ne trouvent aucun signe de lutte, aucune trace de départ précipité, aucun indice expliquant comment un homme peut s'évaporer en plein jour dans un village où tout le monde se connaît. Pendant 30 ans, le mystère du père Lavigne entra Beaumont-sur-Loire. Les théories proliféreront, fugues volontaires, enlèvements, accidents tragiques dans les bois environnants. Des dizaines d'enquêteurs passeront des centaines d'heures à chercher des réponses qui semblent introuvables. Mais en mai 2017, lors de la rénovation de l'ancienne maison parochiale, des ouvriers découvriront sous le plancher de la bibliothèque un compartiment secret contenant un registre manuscrit. Les pages jaunies de ce cahier révéleront une vérité si déchirante qu'elle expliquera non seulement la disparition du prêtre, mais changera à jamais la façon dont les habitants de ce village paisible se regarderont les uns les autres. Comment un secret peut-il être si lourd qu'il détruit celui qui le porte? Avant de continuer Arnaud avec cette histoire perturbante, si vous appréciez les cas mystérieux réels comme celui-ci, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour ne manquer aucun nouveau cas. Maintenant, découvrons comment tout a commencé. Beaumont-sur-Loire n'apparaît sur aucune carte touristique de la région Centre-Val de Loire. Le village s'étend le long d'une route départementale sinueuse à 23 km au sud d'Orléans, là où les dernières collines du Gâtinais rencontrent la plaine du Val-de-Loire. En 1987, 750 personnes y vivent, principalement dans des maisons de pierre calcaire aux toits d'ardoise qui ont traversé plusieurs siècles. L'agriculture céréalière domine l'économie locale, avec quelques exploitations viticoles modestes et 2 petites entreprises, une scierie familiale et un atelier de mécanique agricole. L'église Saint-Martin, construite au XIIe siècle et restaurée au XIXe, occupe le cœur du village. Son clocher carré en pierre de taille s'élève à 32 mètres, visible depuis les champs de blé et de colza qui entourent Beaumont. Le dimanche matin, le son grave de sa cloche unique rythme la vie villageoise depuis des générations. La place de l'église accueille le marché hebdomadaire du samedi, le monument aux morts où se déroulent les cérémonies patriotiques et le café-tabac chez René, seul lieu de sociabilité du village avec la salle des fêtes municipales. Le père Mathieu Lavigne arrive à Beaumont-sur-Loire en septembre 1983, nommé par l'évêché pour remplacer le vieux curé Blanchard, décédé à 82 ans après 47 années de service. Mathieu a alors 34 ans, un physique élancé, des cheveux châtains toujours légèrement en désordre et des yeux noisettes qui donnent une impression de douceur bienveillante. Né à Blois en 1949, il est le cadet d'une fratrie de 3 enfants d'une famille modeste. Son père travaillait aux ateliers de réparation de la SNCF. Sa mère tenait un petit commerce de mercerie. Contrairement à beaucoup de prêtres de sa génération qui semblent distants ou austères, Mathieu possède une chaleur humaine immédiate. Il a une façon particulière de pencher légèrement la tête quand il écoute, comme pour mieux recueillir les confidences. Sa voix porte un timbre grave et apaisant. Les paroissiens apprécient ses homélies courtes et concrètes, loin des longs sermons théologiques du père Blanchard. Il parle du quotidien, des difficultés économiques que traversent les agriculteurs, de la solidarité nécessaire dans les petites communautés. Il n'hésite pas à retrousser sa soutane pour aider à décharger les foins ou à réparer le toit de la salle paroissiale. La maison parochiale où il vit seul se situe à 50 mètres de l'église, une bâtisse en pierre de 2 étages avec des volets verts,
entouré d'un petit jardin où Mathieu cultive des légumes et quelques rosiers. Au rez-de-chaussée, un salon qui sert de bureau où il reçoit les paroissiens, une cuisine simple, une bibliothèque remplie de livres de théologie, mais aussi de romans et d'ouvrages d'histoire. À l'étage, sa chambre spartiate et 2 pièces qu'il utilise pour stocker des affaires paroissiales. Il vit frugalement, cuisine lui-même, se déplace exclusivement à bicyclette, un vieux vélo Peugeot noir qu'on le voit pédaler sur les routes de campagne par tous les temps. Mathieu entretient une relation particulière avec son frère aîné, Étienne Lavigne, qui vit à 12 kilomètres de Beaumont, dans un hameau appelé Les Granges. Étienne, de 16 ans son aîné, a été agriculteur toute sa vie avant de prendre sa retraite en 1985. Veuf depuis 1978, sans enfant, c'est un homme taiseux et solitaire qui contraste fortement avec la nature ouverte de son frère cadet. Pourtant, les 2 hommes se voient régulièrement. Chaque mardi après-midi, Mathieu pédale jusqu'aux Granges pour partager le dîner avec Étienne. Ces rendez-vous hebdomadaires constituent un rituel immuable que rien ne semble pouvoir interrompre. Parmi les paroissiens les plus proches du père Lavigne figure Marguerite Beauchamp, 42 ans en 1987. Veuve depuis 1974, quand son mari est mort dans un accident de tracteur, elle s'est consacrée à l'Église avec une dévotion absolue. Elle assume bénévolement les fonctions de sacristine et de femme de ménage de la paroisse, arrivant chaque matin à 7 heures pour préparer l'église, disposer les missels, s'occuper des fleurs de l'autel. C'est une femme mince, aux traits anguleux, toujours vêtue de couleurs sombres, qui parle d'une voix douce, mais possède un caractère obstiné. Elle connaît chaque recoin de l'église Saint-Martin, chaque objet liturgique, chaque habitude du père Lavigne. Certains villageois murmurent qu'elle voue au prêtre une affection qui dépasse la simple dévotion religieuse. Mais Marguerite reste toujours d'une correction irréprochable. Claire Fontaine, 28 ans, représente la jeune génération du village. Professeure des écoles depuis 1983, elle enseigne aux 27 élèves de l'école primaire de Beaumont, regroupés dans 2 classes. Originaire de Tours, elle s'est installée au village après son affectation et a rapidement trouvé sa place dans la communauté. Grande, les cheveux blonds coupés courts, elle possède une énergie communicative et une curiosité intellectuelle qui la rapproche du père Lavigne. Les 2 ont pris l'habitude de discuter après la messe du dimanche, échangeant sur des sujets variés. Littérature, philosophie, actualité sociale. Claire fait partie du conseil paroissial que Mathieu a créé pour dynamiser la vie religieuse du village. En février 1987, l'atmosphère dans le village semble aussi paisible que d'habitude. L'hiver a été relativement doux, avec peu de neige et des températures rarement descendues en dessous de 0. Les agriculteurs préparent déjà les semis de printemps. Le dimanche, l'église accueille encore une 50aine de fidèles pour la messe, un chiffre respectable pour l'époque dans les zones rurales. Rien ne laisse présager qu'en quelques semaines, cette tranquillité sera brisée à jamais. Pourtant, ceux qui observent attentivement remarquent certains changements chez le père Lavigne depuis le début de l'année. Il semble plus préoccupé, parfois distrait en pleine conversation. Ses homélies conservent leur qualité, mais on le voit moins sourire spontanément. Il passe plus de temps seul dans la bibliothèque de la maison parochiale. Marguerite Beauchamp note qu'il demande plusieurs fois de ne pas être dérangé pendant ses moments de réflexion, chose inhabituelle pour un homme habituellement si disponible. Mais dans un village où chacun porte ses fardeaux silencieusement, personne ne pense à interroger le prêtre sur ce qui pourrait le troubler. Le dimanche 15 mars 1987 se lève avec un ciel gris, perle caractéristique des matins de printemps en Val-de-Loire. La température oscille autour de 12 degrés. Une légère brise fait frissonner les premiers bourgeons des marronniers sur la place de l'église. À 8h30, Marguerite Beauchamp arrive comme chaque matin, sa clé à la main, et ouvre les lourdes portes en chêne de Saint-Martin. L'odeur familière d'encens et de pierre humide l'accueille. Elle allume les cierges, dispose les missels sur le banc de l'entrée, vérifie que tout est prêt pour la messe de 11h. À 9h15, elle aperçoit le père Lavigne qui traverse la place depuis la maison parochiale.
Il porte sa soutane noire habituelle, un pardessus gris sur les épaules. Marguerite le trouve pâle, les traits tirés. « Bonjour mon père, vous avez bien dormi ?» demande-t-elle alors qu'il entre dans la sacristie. Il lui répond d'un signe de tête affable, mais ne s'attarde pas pour discuter comme il le fait généralement. Elle l'entend ouvrir les armoires où sont rangés les ornements liturgiques, le bruit familier des tiroirs qu'on manipule. À 10h45, les premiers paroissiens commencent à arriver. Monsieur et Madame Garnier, agriculteurs retraités, prennent place à leur emplacement habituel, au 3e rang à gauche. La famille Mercier s'installe avec leurs 3 enfants au fond de l'église. Claire Fontaine entre à 10h55, s'assied au 2e rang à droite. En tout, 53 personnes sont présentes ce matin-là, un nombre qu'on connaîtra avec précision grâce au registre de présence tenu par Marguerite. À 11h précises, le père Lavigne entre par la porte latérale de la sacristie et se dirige vers l'autel. Plusieurs témoins se souviendront plus tard de détails particuliers concernant son apparence et son comportement durant cette messe. Il porte une chasuble verte, couleur liturgique du temps ordinaire. Son visage semble marqué par la fatigue, avec des cernes prononcées sous les yeux. Pendant l'homélie, qui dure 15 minutes, il parle du pardon et du poids des secrets, des fardeaux que portent les âmes, de la nécessité parfois de faire des choix difficiles pour protéger ceux qu'on aime. Le ton est plus grave que d'habitude, presque mélancolique. Claire Fontaine témoignera que plusieurs fois pendant la messe, le prêtre semble hésiter, marque des pauses inhabituelles. À un moment, pendant la consécration, elle croit voir ses mains trembler légèrement, alors qu'il élève le calice. Mais ces détails paraissent mineurs sur le moment, attribués peut-être à un état grippal ou à de la fatigue. La messe se termine à 12h10. Comme chaque dimanche, les paroissiens sortent lentement, s'attardent sur le parvis pour échanger quelques mots. Le père Lavigne se tient près de la porte, serrant les mains, échangeant quelques phrases avec chacun. Madame Garnier lui demande s'il viendra bénir leur nouvelle grange la semaine suivante. Il acquiesce. Monsieur Mercier l'interroge sur les préparatifs de la première communion prévue en mai. Il répond que tout est en ordre. À 12h15, Marguerite Beauchamp s'approche du prêtre. Elle lui rappelle qu'une réunion du conseil paroissial est prévue le lendemain lundi à 19h pour discuter de l'organisation de la fête patronale de juin. « Bien sûr, Marguerite, je n'oublie pas », répond-il avec un sourire fatigué. Ce sont les dernières paroles que quiconque lui entendra prononcer. Claire Fontaine est la dernière paroissienne à quitter le parvis. Il est 12h22, elle le sait, car elle regarde sa montre en se dirigeant vers sa voiture garée près du monument aux morts. En se retournant une dernière fois, elle voit le père Lavigne qui rentre dans l'église, refermant derrière lui la lourde porte en chêne. La place se vide progressivement. Les familles rentrent déjeuner. Le village retrouve son calme dominical. À 13h30, Marguerite Beauchamp, qui habite juste en face de l'église, dans une petite maison au Crépy-Ocre, remarque que la porte de Saint-Martin est restée entr'ouverte. C'est inhabituel. Le père Lavigne prend toujours soin de bien fermer après la messe. Elle traverse la place, pousse la porte. L'église est vide. Elle appelle « Mon père Lavigne ». Pas de réponse. Elle suppose qu'il est retourné à la maison parochiale pour déjeuner et a oublié de fermer complètement. Elle verrouille la porte elle-même, rentre chez elle. À 16h, le téléphone sonne chez Marguerite. C'est Étienne Lavigne, le frère du prêtre. Sa voix est inquiète. « Bonjour, Madame Beauchamp, pardonnez-moi de vous déranger. Mon frère devait venir déjeuner chez moi aujourd'hui, c'était prévu depuis plusieurs jours. Il n'est jamais arrivé et il ne répond pas au téléphone de la paroisse. Savez-vous où il pourrait être ?» Marguerite est surprise. Le père Lavigne ne lui avait pas mentionné ce déjeuner. Il a célébré la messe ce matin, tout était normal. Je l'ai vu rentrer dans l'église vers 12h20. Attendez, je vais vérifier s'il est à la maison parochiale. Elle traverse à nouveau la place, frappe à la porte de la maison du prêtre. Pas de réponse. Elle frappe plus fort, appelle. Silence. Elle possède un double des clés pour les urgences. Elle ouvre. « Mon père, c'est Marguerite !» Sa voix résonne dans les pièces vides. Le salon est rangé, tout paraît normal. Dans la cuisine,
La théière est sur la cuisinière, éteinte depuis longtemps, l'eau qu'elle contenait presque entièrement évaporée. Une tasse est posée sur la table, vide. Marguerite monte à l'étage, frappe à la porte de la chambre avant d'entrer. Le lit est fait, les affaires personnelles du prêtre à leur place habituelle. Elle redescend, de plus en plus inquiète. Elle rappelle Étienne Lavigne. Oh, il n'est pas là et sa bicyclette est encore contre le mur de l'église. C'est très étrange. À 16h45, Étienne arrive à Beaumont dans sa vieille Renault 4. Ensemble, ils fouillent à nouveau la maison parochiale, vérifient chaque pièce, descendent même à la cave. Rien. Ils retournent à l'église que Marguerite déverrouille. Ils inspectent la nef, le chœur, montent au clocher. Personne. Dans la sacristie, tout semble en ordre. Les ornements liturgiques sont rangés. Le bréviaire du prêtre est ouvert sur le petit bureau, à la page du 15 mars. Ses lunettes de lecture sont posées à côté. À 17h30, Étienne se rend à la gendarmerie de Meung-sur-Loire, la commune la plus proche dotée d'une brigade. L'adjudant de garde, Bernard Mallette, écoute son signalement avec attention, mais adopte d'abord l'attitude standard dans ce type de situation. « Monsieur Lavigne, votre frère est adulte. Il a peut-être eu une urgence. Peut-être est-il allé rendre visite à quelqu'un. Attendons jusqu'à demain matin. » Mais Étienne insiste. « Vous ne comprenez pas. Mon frère ne disparaît jamais sans prévenir. Il devait venir déjeuner chez moi, c'était important. Sa bicyclette est toujours là. Il n'a pris aucune affaire. Ce n'est pas normal. » Le ton inquiet, presque désespéré, de cet homme habituellement si réservé convainc l'adjudant. À 18h15, 2 gendarmes se rendent à Beaumont. Les recherches commencent immédiatement. Les gendarmes inspectent la maison parochiale. L'église interroge Marguerite Beauchamp, qui est la dernière à avoir vu le prêtre. Ils questionnent les voisins immédiats de la place. Personne n'a rien remarqué d'inhabituel. Monsieur Renaud, le propriétaire du café-tabac, était dans son établissement tout l'après-midi. Il n'a vu personne entrer ou sortir de l'église après 12h30. Madame Collet, qui habite juste à côté de la maison parochiale, était chez elle. Elle n'a entendu aucun bruit suspect, aucune voiture, aucun cri. À 20h, le commandant de la brigade de Meung-sur-Loire, le capitaine Henri Moreau, arrive sur place et prend la direction des opérations. C'est un officier expérimenté de 52 ans, méthodique et consciencieux. Il organise immédiatement des recherches plus systématiques. Les équipes explorent les bois qui entourent le village, patrouillent le long de la Loire, distante de 2 kilomètres, vérifient les bâtiments abandonnés, les granges isolées. D'autres gendarmes commencent à interroger tous les habitants du village qui auraient pu voir quelque chose. Le lundi 16 mars au matin, le maire de Beaumont, Georges Villain, un viticulteur de 63 ans, organise une battue avec des volontaires du village. 70 personnes se répartissent en groupes et ratissent systématiquement les environs dans un rayon de 5 kilomètres. Ils explorent chaque chemin, chaque champ, chaque bosquet. Les pompiers de la caserne de Beaugency viennent avec des chiens. Les recherches se poursuivent pendant 3 jours, sans résultat. L'enquête officielle révèle rapidement certains faits troublants. Le père Lavigne n'a retiré aucun argent de son compte bancaire dans les jours précédant sa disparition. Il ne possédait pas de voiture. Aucun taxi de la région ne signale l'avoir pris en charge. Les registres de la gare d'Orléans ne montrent aucun achat de billets à son nom. Il semble littéralement s'être volatilisé entre 12h20 et 13h30 ce dimanche, dans une période où tout le village déjeunait et où la place de l'église était déserte. Le capitaine Moreau interroge longuement Étienne Lavigne le 18 mars. Le frère du disparu explique que Mathieu l'avait appelé le jeudi précédent pour lui demander s'il pouvait venir déjeuner le dimanche. C'était inhabituel qu'il prenne l'initiative d'un repas en dehors de notre mardi habituel, mais il avait dit qu'il voulait me parler de quelque chose d'important. Il n'a pas précisé quoi. Sa voix était étrange, tendue. J'aurais dû insister pour qu'il m'en dise plus. Claire Fontaine témoigne de l'homélie particulière de ce dernier dimanche. Il parlait du poids des secrets, des choix impossibles. Je me suis dit qu'il philosophait, mais en y repensant, c'était comme s'il parlait de lui-même, de sa propre situation.
Les enquêteurs fouillent méticuleusement la maison parochiale à la recherche d'indices. Ils examinent ses papiers personnels, sa correspondance, ses notes. Rien ne suggère une dépression ou des problèmes personnels. Son agenda ne révèle aucun rendez-vous inhabituel. Ils interrogent l'évêché d'Orléans. L'évêque, Monseigneur Rémy Jardin, se dit stupéfait. Le père Lavigne était un excellent prêtre, aimé de ses paroissiens. Il n'avait aucun problème disciplinaire. Je ne comprends absolument pas ce qui a pu se passer. Les semaines qui suivent la disparition du père Lavigne plongent Beaumont-sur-Loire dans un état de choc et d'incrédulité. Le village, habitué à une existence paisible où les événements marquants se limitent aux naissances, mariages et décès, se retrouve propulsé dans une situation qui dépasse son entendement collectif. Comment un homme peut-il disparaître en plein jour sans laisser la moindre trace? La question obsède chaque conversation au café chez René, sur les marchés, dans les files d'attente de la boulangerie. L'enquête officielle se poursuit pendant 6 mois avec une intensité décroissante. Le capitaine Moreau et son équipe explorent toutes les pistes imaginables. Ils interrogent chaque habitant du village et des hameaux environnants. Ils vérifient les hôpitaux, les morgues, les refuges dans toute la région centre. Ils contactent les autres paroisses, les monastères, les séminaires, au cas où le prêtre aurait cherché refuge dans une communauté religieuse. Ils examinent ses relevés bancaires, ses communications téléphoniques, sa correspondance des mois précédents. Chaque piste aboutit à une impasse. Les théories prolifèrent dans le village. Certains évoquent une fugue volontaire, suggérant que le père Lavigne aurait abandonné sa vocation pour commencer une nouvelle vie ailleurs, peut-être avec une femme. Cette hypothèse blesse profondément Marguerite Beauchamp, qui la rejette avec véhémence. Le père Lavigne était un homme de foi intègre. Il n'aurait jamais fui ses responsabilités. Quelque chose de terrible lui est arrivé. D'autres imaginent un enlèvement, bien qu'aucune demande de rançon ne parvienne jamais. Quelques-uns murmurent des histoires plus sombres. Un règlement de compte, un secret du passé qui aurait ressurgi. Étienne Lavigne vieillit brutalement après la disparition de son frère. En quelques mois, ses cheveux deviennent entièrement gris, son dos se voûte. Il vient chaque semaine à Beaumont, arpente les rues, questionne inlassablement les mêmes personnes, espérant qu'un détail oublié émergera. Il offre une récompense de 20 000 francs pour toute information conduisant à retrouver Mathieu. Personne ne se présente avec quoi que ce soit d'utile. Étienne transforme une pièce de sa maison aux Granges en sanctuaire dédié à son frère, y conservant des photos, des objets personnels, le bréviaire que les gendarmes lui ont rendu après l'enquête. L'évêché nomme un nouveau prêtre à Beaumont en octobre 1987. Le père Antoine Gaillard, un homme de 62 ans proche de la retraite, accepte à contre-cœur cette affectation délicate. Il arrive dans une paroisse traumatisée où son prédécesseur est devenu une figure quasi mythique. Les comparaisons sont inévitables et cruelles. Là où Mathieu Lavigne était chaleureux et accessible, le père Gaillard paraît distant et formel. L'assistance à la messe dominicale diminue progressivement. Beaucoup de paroissiens ne peuvent s'empêcher de scruter l'église en se demandant ce qui s'est passé dans ses murs le 15 mars. Marguerite Beauchamp continue d'assurer ses fonctions de sacristine, mais elle le fait avec un air de deuil permanent. Elle fleurit l'autel chaque semaine avec les roses que le père Lavigne aimait particulièrement. Elle refuse catégoriquement que quoi que ce soit changé dans la disposition de la sacristie. Quand le père Gaillard tente de réorganiser les armoires, elle s'y oppose avec une détermination farouche. Tout doit rester comme le père Lavigne l'avait établi. C'est sa paroisse. Il reviendra. Personne n'a le cœur de lui dire que l'espoir s'amenuise chaque jour. Claire Fontaine, elle, développe une approche différente. Elle commence à documenter systématiquement tout ce qu'elle peut apprendre sur le père Lavigne et sa disparition. Elle tient un cahier où elle note les témoignages, les détails, ses propres observations. Elle est convaincue qu'une logique existe derrière tout cela, qu'un élément crucial a été manqué. Le dimanche soir, elle relit les homélies qu'elle avait prises l'habitude de résumer dans son journal personnel. Elle analyse chaque phrase de la dernière homélie sur les secrets et le pardon, cherchant un sens caché.
Mais rien ne s'éclaircit. En 1988, un événement relance brièvement l'espoir. Un homme correspondant à la description du père Lavigne est signalé dans un monastère cistercien près de Bourges. Les gendarmes se déplacent immédiatement. C'est un moine qui ressemble effectivement au prêtre disparu, mais ce n'est pas lui. En 1989, des ossements humains sont découverts dans les bois près de Cléry-Saint-André, à 15 km de Beaumont. L'analyse médico-légale révèle qu'il s'agit d'un homme mort depuis au moins 20 ans, bien avant la disparition de Mathieu Lavigne. Les années passent. 1990, 1995, 2000. Le dossier reste officiellement ouvert, mais aucun enquêteur n'y travaille activement. De temps en temps, un nouveau gendarme affecté à Meung-sur-Loire, intrigué par ce cold case local, demande à consulter le dossier, réinterroge quelques témoins, puis abandonne face au mur de silence que le passé a dressé. Le capitaine Moreau, qui a pris sa retraite en 1994, confiera à un journaliste local « C'est l'affaire la plus frustrante de ma carrière. Nous n'avons trouvé strictement rien. Pas de corps, pas de mobile, pas de témoins, pas d'explication. C'est comme si le père Lavigne avait cessé d'exister entre deux battements de cœur. » Étienne Lavigne meurt en février 2005, à l'âge de 83 ans, sans avoir jamais su ce qui était arrivé à son frère cadet. Dans son testament, il lègue toute sa modeste fortune à quiconque retrouvera Mathieu ou apportera une explication définitive à sa disparition. L'argent reste bloqué chez le notaire de Beaugency, les conditions du testament jamais remplies. Marguerite Beauchamp continue son office à l'église jusqu'en 2010, quand l'arthrose et une santé déclinante l'obligent à abandonner. Elle a alors 65 ans. Elle passe ses dernières années dans une maison de retraite à Orléans, où elle décède en 2013. Jusqu'au bout, elle garde près de son lit une photo du père Lavigne en soutane, prise le jour de son installation à Beaumont en septembre 1983. Claire Fontaine, mariée en 1991, mère de 2 enfants, poursuit sa carrière d'institutrice. Elle n'habite plus Beaumont depuis 1993, ayant déménagé à Orléans, mais elle conserve son cahier de notes sur l'affaire Lavigne. Parfois, elle le relit, se demandant si elle passe à côté de quelque chose d'évident. Beaumont-sur-Loire continue d'exister, de plus en plus absorbée dans l'orbite économique d'Orléans. La population augmente légèrement, avec l'arrivée de nouveaux résidents qui travaillent en ville et cherchent le calme de la campagne. Pour eux, l'histoire du curé disparu n'est qu'une anecdote locale, un fait divers ancien. Mais pour ceux qui étaient là en 1987, pour ceux qui ont connu Mathieu Lavigne, le mystère demeure une blessure mal cicatrisée. L'église Saint-Martin connaît les transformations de l'époque. L'assistance aux messes continue de décliner. En 2010, le diocèse décide de regrouper plusieurs paroisses. Beaumont-sur-Loire est désormais rattaché à une structure pastorale plus large, couvrant 12 villages. Un prêtre vient célébrer la messe une fois par mois seulement. La maison parochiale, trop grande et coûteuse à entretenir, est fermée. Le diocèse envisage de la vendre, mais les procédures administratives traînent. Le bâtiment reste vide pendant plusieurs années, les volets clos, le jardin envahi par les ronces. En 2015, un nouveau maire, Julien Marchand, trentenaire dynamique élu sur un programme de revitalisation du village, propose un projet ambitieux. Transformer l'ancienne maison parochiale en centre culturel communautaire. L'idée rencontre l'adhésion du conseil municipal et du diocèse qui est soulagé de trouver une solution pour ce bâtiment. En 2016, les démarches administratives aboutissent. En janvier 2017, les travaux de rénovation commencent. C'est ainsi que 30 ans après la disparition du père Mathieu Lavigne, le hasard va enfin révéler ce que toutes les enquêtes n'ont jamais pu découvrir. Le mardi 9 mai 2017, une matinée fraîche et ensoleillée s'installe sur Beaumont-sur-Loire. L'équipe de rénovation de l'entreprise Ballot et Fils, basée à Beaugency, travaille depuis 4 mois sur la transformation de la maison parochiale. Les travaux avancent bien.
Le rez-de-chaussée a été réaménagé en salle polyvalente avec une petite scène pour des spectacles. La cuisine a été modernisée pour accueillir des ateliers culinaires. À l'étage, 2 salles de réunion ont pris forme. Ce matin-là, 3 ouvriers s'attaquent à la bibliothèque, la dernière pièce du rez-de-chaussée qui nécessite une intervention importante. Cette pièce de 20 mètres carrés, aux murs tapissés d'étagères en chêne du sol au plafond, sent le bois ancien et le papier moisi. Les livres ont été évacués la semaine précédente, donnés à la bibliothèque municipale d'Orléans ou jetés quand ils étaient trop abîmés. Il ne reste que les rayonnages vides et le vieux plancher en chêne massif qui grince à chaque pas. Arnaud Ballot, le chef de chantier, un homme de 45 ans à la barbe grisonnante, constate que certaines lames du parquet sont pourries et doivent être remplacées. On va devoir tout démonter, vérifier la structure en dessous et remettre du neuf, annonce-t-il à ses 2 employés, Kevin Leroy et Sofiane Mansouri, 2 jeunes ouvriers d'une vingtaine d'années. Ils commencent à arracher le plancher avec précaution, utilisant des pieds de biche pour déloger les lames clouées dans les solives. Le travail est pénible, bruyant. La poussière de bois séché depuis plus d'1 siècle s'élève en nuages gris. Vers 11h30, après avoir retiré environ la moitié des lames du côté nord de la pièce, Kevin s'arrête brusquement. « Patron, venez voir ça !» Arnaud s'approche. Entre 2 solives, dans l'espace vide normalement rempli d'isolant ou laissé vide, quelque chose attire le regard. Ce n'est pas la terre battue habituelle qu'on trouve sous les vieux planchers, c'est du bois, des planches disposées horizontalement, créant un faux fond à environ 30 cm sous le niveau du plancher d'origine. « C'est bizarre », murmure Arnaud. Il saisit une lampe torche, éclaire l'espace. Les planches forment clairement une structure délibérée, un compartiment caché. Continuez à enlever les lames ici, on va voir ce que c'est. En 20 minutes, il dégage 1 mètre carré de plancher supplémentaire, révélant progressivement le compartiment secret. Il mesure environ 80 cm sur 60, profond de 25 cm. Les planches qui le forment sont anciennes, mais en bon état, visiblement installées avec soin. Une des planches du couvercle semble mobile. Arnaud la soulève délicatement. À l'intérieur du compartiment, enveloppé dans un tissu huilé qui a protégé son contenu de l'humidité pendant des décennies, se trouve un objet rectangulaire. Arnaud sort le paquet avec précaution, le pose sur une des solives encore en place. Ses mains tremblent légèrement alors qu'il déplie le tissu. C'est un cahier relié de cuir marron foncé, d'environ 200 pages, format 21 cm sur 15. La couverture porte une inscription en lettres dorées presque effacées. Registre paroissial, usage privé. Arnaud l'ouvre avec précaution à la première page. Une écriture fine, régulière, à l'encre bleue remplit les lignes. En haut de la page, une date. Janvier 1987. Et une première phrase qui fait tressaillir Arnaud. Si quelqu'un trouve ce registre un jour, qu'il sache que j'écris ces lignes dans un état d'angoisse que je ne peux partager avec personne. Putain, souffle Kevin, qui lit par-dessus l'épaule de son patron. Arnaud feuillette rapidement le cahier. Des pages et des pages d'écriture serrées. Des dates, des réflexions, des descriptions d'événements. Il s'arrête sur une page au hasard, vers le milieu du cahier. La date indique mars 1987. Il lit quelques lignes à voix haute. « Je ne peux plus continuer ainsi. Le poids est devenu insupportable. Chaque matin, quand je célèbre la messe, je vois son visage parmi les fidèles et je me demande comment Dieu peut tolérer un tel mensonge. » Arnaud referme brutalement le cahier. Son cœur bat vite. Il sait ce qu'il tient entre les mains. Toute personne ayant grandi dans la région connaît l'histoire du curé de Beaumont qui a disparu il y a 30 ans. Cette maison était la sienne. Ce cahier est le sien. On touche plus à rien, ordonne-t-il à ses employés. Kevin, tu cours à la mairie, tu préviens le maire. Sofiane, tu appelles les gendarmes. Tout de suite. À 12h20, le maire Julien Marchand arrive en courant, accompagné de sa secrétaire de mairie. Arnaud lui montre le cahier, lui explique où ils l'ont trouvé. Julien, qui avait 12 ans lors de la disparition du père Lavigne, se souvient parfaitement de l'événement. « Mon Dieu !»
répète-t-il plusieurs fois. Mon Dieu, après tout ce temps. À 13h15, 2 gendarmes de la brigade de Meung-sur-Loire arrivent. Le brigadier-chef Thomas Girard, 52 ans, examine la scène. Il photographie le compartiment secret, le cahier, prend les dépositions d'Arnaud et de ses employés. Il enfile des gants, ouvre délicatement le registre, lit quelques passages. Son visage se durcit. « Je dois contacter ma hiérarchie immédiatement », dit-il. Ce document pourrait contenir des informations cruciales sur une affaire de disparition inquiétante jamais résolue. Il faut qu'il soit examiné par des enquêteurs expérimentés. À 15h, le commandant de la compagnie de gendarmerie d'Orléans, le lieutenant-colonel Fabrice Arnaud, se déplace personnellement à Beaumont. C'est un officier de 57 ans, méthodique et discret. Il prend possession du registre, le fait placer sous scellé, ordonne que le chantier soit temporairement fermé le temps que des techniciens de l'identité judiciaire examinent le compartiment secret pour s'assurer qu'il ne contient rien d'autre. Le soir même, la nouvelle se répand à Beaumont comme une traînée de poudre. Un registre caché du père Lavigne a été découvert. Personne ne sait encore ce qu'il contient, mais les spéculations vont bon train. Les habitants les plus âgés, ceux qui se souviennent de 1987, sont bouleversés. Peut-être vont-ils enfin comprendre. Claire Fontaine, contactée par téléphone par une ancienne collègue encore à Beaumont, sent ses mains trembler. Elle qui a pendant des années cherché un indice, voilà qu'il apparaît de la manière la plus inattendue. Elle prend sa voiture le lendemain matin, se rend à Beaumont, tente d'obtenir des informations. Mais les gendarmes restent muets. L'enquête vient de reprendre. Ils ne peuvent rien révéler. Pendant 3 jours, le lieutenant-colonel Arnaud lit et relit le registre. 173 pages manuscrites. Les premières datent du début janvier 1987, les dernières du 14 mars, la veille de la disparition. C'est un document extraordinaire et terrible. Un témoignage de première main d'un homme confronté à un dilemme moral d'une cruauté absolue. Chaque page apporte une pièce du puzzle. À mesure qu'Arnaud avance dans sa lecture, une vérité glaçante se dessine. Le 12 mai 2017 au soir, le lieutenant-colonel convoque une réunion avec le procureur de la République d'Orléans. Ils discutent pendant 2 heures. Une décision est prise. Il faut rouvrir officiellement l'enquête sur la disparition de Mathieu Lavigne. Et certaines personnes encore vivantes doivent être interrogées à nouveau. Le samedi 13 mai 2017, à 9h du matin, 2 gendarmes en civil sonnent à la porte d'une maison modeste de la rue des Lilas à Orléans. La femme qui ouvre, 64 ans, cheveux gris coupés courts, les regarde avec surprise et une pointe d'appréhension. « Madame Fontaine ? Claire Fontaine ? Oui, c'est moi. Nous sommes de la section de recherche d'Orléans. Nous enquêtons sur la disparition du père Mathieu Lavigne. Nous aurions quelques questions à vous poser. Pouvons-nous entrer ? Claire les fait asseoir dans son salon. Son mari est au golf avec des amis. Ses enfants adultes vivent à Paris. Elle est seule. Les gendarmes expliquent la découverte du registre. « Madame, vous êtes mentionnée à plusieurs reprises dans ce document. Le père Lavigne évoque des conversations qu'il a eues avec vous dans les semaines précédant sa disparition. Pouvez-vous nous parler de ces échanges ?» Claire sent son cœur s'accélérer. « Quelle conversation ! Nous parlions de beaucoup de choses, le père Lavigne et moi, littérature, philosophie, la vie du village. » Le gendarme ouvre un carnet. Le père Lavigne mentionne spécifiquement une conversation du 8 février 1987, après la messe. Il écrit que vous lui avez parlé d'une rumeur circulant au village concernant un ancien crime jamais élucidé. Vous souvenez-vous de cela ? Claire ferme les yeux, fait un effort de mémoire. Février 1987, 30 ans. Je ne me souviens pas précisément. Peut-être. Quel crime ? Justement, madame, nous espérions que vous pourriez nous éclairer. Claire réfléchit intensément. Attendez. Oui, je crois me souvenir. Il y avait eu une histoire très ancienne, une jeune fille qui avait disparu dans les années 50 ou 60, je crois. Une affaire jamais résolue. J'en avais entendu parler par des anciens du village. Je l'avais mentionné au père Lavigne parce que nous discutions justement des mystères non résolus. Je lisais beaucoup de polars à l'époque.
Mais pourquoi cela aurait de l'importance? Les gendarmes échangent un regard. Pouvez-vous nous donner plus de détails sur cette histoire de jeune fille disparue? Claire secoue la tête. C'était il y a si longtemps. Je ne me souviens que vaguement. Une fille qui aurait disparu, peut-être partie à Paris, ou peut-être morte. Personne ne savait vraiment. C'était juste une vieille histoire que les gens racontaient parfois. Qui vous a raconté cette histoire? Claire hésite. Je crois que c'était Madame Garnier, ou peut-être Monsieur Renaud du café. Je ne suis plus sûr. Pourquoi? Qu'est-ce que le père Lavigne a écrit exactement? Les gendarmes ne répondent pas directement. Ils posent d'autres questions. Comment était le père Lavigne dans les semaines avant sa disparition? Avait-il semblé troublé, angoissé? Avait-il mentionné des problèmes particuliers? Claire répond du mieux qu'elle peut, mais 30 ans ont brouillé les souvenirs précis. Après le départ des gendarmes, Claire monte à son grenier, fouille dans des cartons, retrouve son vieux cahier de notes sur l'affaire Lavigne. Elle le relit fiévreusement. Elle a noté la conversation sur les mystères non résolus, mais sans y accorder d'importance particulière. Maintenant, cela semble crucial. Elle essaie de se rappeler exactement ce qu'on lui avait raconté sur cette fille disparue, mais les détails lui échappent. Le même jour, à 15 heures, les gendarmes se présentent chez un homme de 91 ans, vivant dans une résidence pour personnes âgées à Meung-sur-Loire. Monsieur Henri Garnier, l'un des plus vieux habitants de Beaumont encore en vie, accepte de répondre à leurs questions malgré sa santé fragile. Son épouse est décédée en 2008. Monsieur Garnier, en février 1987, des rumeurs circulaient à Beaumont concernant une jeune fille disparue dans les années 50. Que pouvez-vous nous en dire? Le vieil homme reste silencieux un long moment. Ses yeux bleus délavés fixent un point invisible. Pourquoi vous intéressez-vous à ça maintenant? C'est important pour notre enquête sur la disparition du père Lavigne. Nouveau silence. Puis, d'une voix lente, vous parlez de Juliette Marchand. C'était en 1954. Les gendarmes notent fébrilement. Racontez-nous. Henri Garnier soupire profondément. Juliette Marchand avait 17 ans. Elle vivait à Beaumont avec sa famille. Un matin de juin 1954, elle est partie faire des courses à Beaugency à bicyclette. Elle n'est jamais rentrée. On a retrouvé son vélo abandonné sur le bord de la route, à mi-chemin entre Beaumont et Beaugency. Pas de Juliette. Les gendarmes ont cherché, mais ils n'ont jamais rien trouvé, ni corps, ni indice, rien. Et qu'est devenue cette affaire? Rien. Elle s'est perdue dans le temps. Les parents de Juliette sont morts sans savoir ce qui était arrivé à leur fille. La plupart des gens ont supposé qu'elle s'était enfuie, qu'elle était peut-être partie à Paris, qu'elle avait commencé une nouvelle vie. Mais on n'a jamais eu de nouvelles. Jamais. Pourquoi cette histoire a-t-elle ressurgi en 1987? Henri Garnier fronce les sourcils. Je ne sais pas si elle a ressurgi. C'était juste une histoire ancienne qu'on racontait parfois, un mystère local. Le père Lavigne s'y est-il intéressé? Je n'en ai aucune idée. Pourquoi l'aurait-il fait? C'était une affaire vieille de 30 ans à l'époque. Les enquêteurs passent les jours suivants à reconstituer l'histoire de Juliette Marchand. Ils consultent les archives de la gendarmerie, retrouvent le dossier de 1954. Une enquête menée pendant 6 mois, puis classée sans suite faute d'éléments. Disparition inexpliquée. Ils dressent un arbre généalogique de la famille Marchand. Les parents, Albert et Simone Marchand, sont décédés respectivement en 1972 et 1979. Juliette avait un frère cadet, Robert, né en 1939. Les gendarmes découvrent que Robert Marchand vit toujours dans une maison de retraite à Tours. Il a 78 ans. Le mardi 16 mai, 2 enquêteurs se rendent à Tours. Robert Marchand est un homme frêle, presque transparent, aux mains tremblantes. Quand les gendarmes mentionnent sa sœur Juliette, ses yeux se remplissent de larmes. « Pourquoi me parlez-vous d'elle? Après tout ce temps ?»« Monsieur Marchand, nous enquêtons sur une affaire qui pourrait être liée à la disparition de votre sœur. Nous avons besoin que vous nous racontiez tout ce dont vous vous souvenez. » Robert Marchand parle pendant plus d'1 heure. Il décrit Juliette, joyeuse, rêveuse, passionnée de lecture et de danse. Il raconte ce matin de juin 1954, quand elle est partie faire des courses.
Elle devait acheter du tissu pour se faire une nouvelle robe. Elle était si excitée. Il y avait un bal le week-end suivant. Il évoque la terreur de la famille quand elle n'est pas rentrée. Les recherches, l'incompréhension, le chagrin qui n'a jamais cicatrisé. Avez-vous une théorie sur ce qui lui est arrivé? Demandent les gendarmes. Robert secoue la tête. Pendant des années, j'ai voulu croire qu'elle s'était enfuie, qu'elle vivait heureuse quelque part. Mais au fond de moi, j'ai toujours su qu'elle était morte. Juliette n'aurait jamais abandonné nos parents sans un mot. Jamais. Quelque chose de terrible lui est arrivé. Soupçonniez-vous quelqu'un? Silence. Puis, dans un murmure, il y avait un homme du village qui la regardait bizarrement. Un homme plus âgé. Mais les gendarmes de l'époque n'ont rien trouvé contre lui. Aucune preuve. Quel homme? Je ne me souviens plus de son nom. C'était il y a si longtemps, un agriculteur, je crois. Il habitait du côté des Granges. Les gendarmes se figent. Les Granges. Le hameau où vivait Étienne Lavigne, le frère du père disparu. Le 17 mai, les enquêteurs plongent dans les archives cadastrales et les registres de population. En 1954, 3 familles d'agriculteurs vivaient aux Granges. Les Petits, les Duval et les Lavigne. La famille Lavigne, Georges Lavigne et son épouse Marie, avec leurs 2 fils, Étienne, né en 1922, et Mathieu, né en 1949. En juin 1954, Étienne Lavigne avait 32 ans, célibataire. Travaillant à la ferme familiale, Mathieu n'avait que 5 ans. Les gendarmes interrogent Robert Marchand à nouveau, lui montrent une photo d'Étienne Lavigne datant des années 50, retrouvée dans les archives municipales. « Est-ce cet homme qui regardait bizarrement votre sœur ?» Robert observe longuement la photo. Ses mains tremblent encore plus. « Je crois que oui. Oui, c'est lui. J'en suis presque sûr. » Le 18 mai au matin, le lieutenant-colonel Arnaud réunit son équipe. Il a terminé de lire intégralement le registre du père Lavigne. Les pièces du puzzle se mettent en place, révélant une image atroce. Il explique à ses enquêteurs ce que contient le cahier. En janvier 1987, le père Mathieu Lavigne a reçu une confession lors d'un sacrement de réconciliation. Le pénitent lui a avoué avoir commis un meurtre 33 ans plus tôt, celui de Juliette Marchand. Le pénitent a expliqué les circonstances. Une rencontre sur une route isolée, une avance repoussée, un geste de colère, un corps caché. Le pénitent cherchait l'absolution après toutes ces années de secret. Le père Lavigne a accordé l'absolution sacramentelle, comme le demande le rite. Mais ensuite, il a été rongé par une question terrible. Que faire quand on détient la vérité sur un crime, mais qu'on l'a apprise sous le sceau du sacrement de confession? Le secret de la confession est absolu dans la doctrine catholique. Un prêtre ne peut en aucun cas révéler ce qui lui a été confié lors de ce sacrement, sous peine d'excommunication immédiate. Mais le père Lavigne savait qu'une famille n'avait jamais eu de réponse, qu'une jeune fille reposait quelque part sans sépulture décente. Et surtout, il savait que le meurtrier vivait libre, dans le même village, croisait les gens chaque jour sans que personne ne sache. Le registre contient page après page les tourments du prêtre, ses prières pour trouver une solution, ses recherches théologiques pour savoir s'il existe une exception au secret de la confession, ses nuits d'insomnie, sa santé qui se détériore. Il écrit qu'il a tenté de convaincre le pénitent de se dénoncer lui-même, mais que celui-ci a refusé, terrorisé par les conséquences. Et puis, dans les dernières pages, datées de mars, une résolution désespérée. Le père Lavigne ne peut vivre avec ce secret, il ne peut le révéler. Il ne peut continuer à célébrer la messe en sachant qu'un meurtrier y assiste. La seule solution qu'il voit est de disparaître, de quitter son ministère, de fuir pour ne plus porter ce fardeau insupportable. Mais le registre ne nomme jamais le meurtrier, jamais. Le père Lavigne a protégé le secret de la confession jusqu'au bout, même dans ses notes personnelles qu'il savait pourtant potentiellement lisibles un jour. Alors comment savons-nous qu'il s'agit d'Étienne Lavigne? Demande un des enquêteurs. Le lieutenant-colonel ouvre le registre à une page précise, datée du 8 mars 1987. Écoutez ce passage.
Mon fardeau est double, car celui qui porte ce terrible secret est aussi celui qui m'est le plus cher au monde. Le sang nous lie, et maintenant ce sang versé nous lie encore davantage dans une tragédie dont je ne vois aucune issue. Silence dans la salle. Le père Lavigne n'avait qu'un seul frère, Étienne, et nous savons qu'Étienne était à Beaumont en 1954, qu'il vivait aux Granges, sur le chemin entre Beaumont et Beaugency, qu'il a été identifié par le frère de Juliette comme un homme qui la regardait bizarrement. Un autre enquêteur intervient, mais Étienne Lavigne est mort en 2005. On ne peut plus l'interroger, on ne peut rien prouver. Non, répond le lieutenant-colonel, mais on peut chercher le corps de Juliette Marchand. Le registre contient un dernier indice. Le 14 mars, la veille de sa disparition, le père Lavigne écrit qu'il a une dernière certitude, l'endroit où repose Juliette. Il dit que lors d'une de leurs conversations, son frère a mentionné un lieu de façon assez précise pour qu'il comprenne. Quel lieu? Un vieux puits abandonné sur les terres de la ferme familiale aux Granges. Un puits qui a été comblé en automne 1954, officiellement parce qu'il était dangereux. Le vendredi 19 mai 2017, à 7 heures du matin, un convoi de véhicules de gendarmerie et une équipe de l'Institut de recherche criminelle de la Gendarmerie nationale arrivent au hameau des Granges. La ferme qui appartenait à la famille Lavigne a été vendue après la mort d'Étienne en 2005. Elle est maintenant la propriété d'un couple de retraités, monsieur et madame Pelletier, qui ont été prévenus la veille au soir de cette opération exceptionnelle. Le terrain s'étend sur 3 hectares. Les gendarmes ont étudié les plans cadastraux anciens et identifié l'emplacement probable du puits comblé. À l'arrière de la grange principale, près d'un vieux noyer centenaire qui apparaît sur les photos aériennes depuis les années 50. Monsieur Pelletier, 68 ans, ancien fonctionnaire, est bouleversé. Il y aurait un corps enterré dans notre propriété depuis 63 ans? C'est insoutenable. Sa femme pleure silencieusement, assise sur le pas de la porte. L'équipe de techniciens utilise un géoradar pour sonder le sol. Vers 10 heures, ils identifient une anomalie à 2,50 m de profondeur, une cavité circulaire d'environ 1 mètre de diamètre, remplie de pierres et de terre, exactement à l'endroit supposé du puits. Une pelleteuse mécanique est amenée. Les travaux d'excavation commencent sous la supervision étroite des experts. La nouvelle s'est répandue. Des journalistes commencent à arriver. Le maire de Beaumont, Julien Marchand, est présent. Claire Fontaine, prévenue par une amie, fait le trajet depuis Orléans. Elle se tient à distance, derrière le périmètre de sécurité, le cœur battant. 30 ans après la disparition du père Lavigne, des réponses émergent enfin, mais d'une façon qu'elle n'aurait jamais imaginée. À 14h30, la pelleteuse atteint la profondeur de 2 mètres. Les techniciens demandent l'arrêt des machines et poursuivent à la main avec des pelles et des brosses. À 15h42, un cri retentit. Les fouilleurs ont mis au jour des ossements humains. Le travail devient extrêmement minutieux. Les anthropologues judiciaires prennent le relais. Pendant 3 heures, ils dégagent délicatement le squelette. Il est relativement complet, en position semi-recroquevillée. À côté des ossements, ils découvrent des lambeaux de tissu très dégradés, quelques boutons en métal, et surtout une médaille religieuse oxydée reliée à une chaîne en argent terni. Le samedi 20 mai, l'analyse préliminaire confirme qu'il s'agit d'un squelette féminin, âge estimé entre 15 et 20 ans au moment du décès. La taille correspond à celle de Juliette Marchand, d'après les descriptions de 1954, environ 1,60 m. La médaille religieuse est gravée au dos avec les initiales JME. Robert Marchand, contacté à Tours, confirme que sa sœur portait toujours une médaille de la Vierge Marie avec ses initiales, cadeau de leur grand-mère pour sa communion solennelle. « C'est elle, dit-il dans un sanglot. Vous avez retrouvé ma Juliette. » L'analyse médico-légale révèle une fracture du crâne compatible avec un coup violent porté avec un objet contondant. La cause probable de la mort. Les ossements sont envoyés pour analyse ADN. Bien qu'il n'existe aucun prélèvement ADN d'époque de Juliette, Robert accepte de fournir son ADN pour comparaison génétique fraternelle.
Le lundi 22 mai, les résultats tombent. Compatibilité génétique confirmée. Le squelette est bien celui de Juliette Marchand, disparue en juin 1954. Le mardi 23 mai, le procureur de la République d'Orléans organise une conférence de presse. Il annonce officiellement la découverte, explique le lien avec le registre du père Lavigne, révèle l'existence d'une confession reçue par le prêtre concernant le meurtre de Juliette. Il précise qu'Étienne Lavigne est fortement soupçonné d'être l'auteur de ce meurtre sur la base d'indices convergents, mais qu'aucune poursuite n'est possible puisqu'il est décédé depuis 12 ans. Concernant la disparition du père Mathieu Lavigne, le procureur lit des extraits du registre montrant que le prêtre envisageait de quitter son ministère pour échapper au poids de ce secret. Nous pensons que le père Lavigne a mis fin volontairement à sa présence à Beaumont le 15 mars 1987. L'enquête se poursuit pour tenter de déterminer ce qu'il est devenu. 3 hypothèses sont privilégiées. Départ volontaire pour mener une vie anonyme ailleurs, suicide dont le corps n'aurait jamais été retrouvé ou accident lors d'une tentative de fuite. Le soir même, le lieutenant-colonel Arnaud étudie à nouveau les dernières pages du registre. Le père Lavigne y décrit son plan. Partir après la messe du 15 mars, marcher jusqu'à la Loire, emprunter un bateau de pêche qu'il avait repéré et dont il savait que le propriétaire le laissait souvent non sécurisé, descendre le fleuve jusqu'à un endroit suffisamment éloigné, puis disparaître dans l'anonymat. Il avait préparé un petit sac avec quelques effets et de l'argent, caché dans la sacristie. Les gendarmes retournent à l'église Saint-Martin de Beaumont. Dans la sacristie, derrière une vieille armoire liturgique que personne ne déplace jamais, ils trouvent un sac en toile moisie. À l'intérieur, des vêtements civils, 3000 francs en billets de l'époque, un passeport au nom de Mathieu Lavigne et une enveloppe scellée adressée à son frère Étienne. L'enveloppe n'a jamais été ouverte. Le lieutenant-colonel, en présence de témoins, la décachette. Une lettre de 2 pages. L'écriture du père Lavigne. Daté du 14 mars 1987. Mon cher Étienne, si tu lis cette lettre, c'est que j'ai échoué et que mon corps a été retrouvé, ou que quelqu'un a découvert mon plan. Je t'écris ces mots que je ne pourrai jamais te dire en face, car ils te détruiraient et me détruiraient avec toi. Je sais ce que tu as fait en juin 1954. Tu me l'as confié sous le sceau de la confession en janvier dernier. Et ce secret m'a brisé. Je suis ton frère avant d'être prêtre, et pourtant mon sacerdoce m'interdit de révéler ce que tu m'as dit. Je ne peux te dénoncer. Je ne peux laisser la famille Marchand sans réponse. Je ne peux continuer à célébrer les sacrements en sachant ce que je sais. J'ai prié pour trouver une solution. Dieu est resté silencieux. Ou peut-être n'ai-je pas su entendre sa réponse. La seule issue que j'ai trouvée est de disparaître. Fuir ma vocation, fuir notre fraternité, fuir le village où ton crime et mon silence m'étouffent chaque jour. Tu m'as dit que c'était un accident, que tu ne voulais pas la tuer, que Juliette t'avait repoussé avec mépris et que ta colère t'avait emporté. Tu m'as dit que tu as vécu chaque jour depuis dans le remords. Je te crois. Je sais que tu n'es pas un monstre. Mais tu as tué une innocente et son corps crie justice depuis le puits où tu l'as caché. Je ne te dénonce pas, je ne peux pas, mais je ne peux pas non plus rester. Pardonne-moi de t'abandonner, pardonne-moi de ne pas être assez fort pour porter ce poids avec toi. J'espère que Dieu aura pitié de nos 2 âmes, la tienne souillée par le sang, la mienne souillée par le silence. Ton frère qui t'aime malgré tout, Mathieu. Le silence dans la pièce est total quand le lieutenant-colonel finit de lire. Il lève les yeux vers ses collègues. Il n'est jamais parti, dit-il doucement. Il a caché le sac, écrit la lettre, mais au final, il n'a pas pu partir. Un gendarme demande « Alors, qu'est-il devenu ?»« Je crois savoir, » répond le lieutenant-colonel. Et je crois qu'Étienne Lavigne le sait aussi. Le savait. Le 24 mai, les enquêteurs retournent aux granges. Cette fois, ils explorent toute la propriété avec le géoradar. À 17 heures, ils détectent une seconde anomalie. À 100 mètres de la maison, près d'un ancien verger. Une cavité souterraine d'environ 2 mètres sur 1 mètre, à 3 mètres de profondeur. Le 25 mai, les fouilles révèlent un second squelette,
humain, masculin. L'analyse préliminaire indique un âge au décès d'environ 40 ans. À côté du squelette, une croix pectorale de prêtre en argent et une alliance gravée avec les initiales ML et une date de 1983, l'année de l'ordination du père Lavigne. Les analyses ADN prennent plusieurs jours. Le 30 mai, les résultats confirment. Il s'agit bien de Mathieu Lavigne. L'examen du squelette révèle une fracture nette de la nuque, compatible avec une chute ou un coup violent. Aucune autre trace de violence. Le médecin légiste estime qu'il s'agit soit d'un accident, soit d'un homicide très rapide. Le lieutenant-colonel expose sa théorie finale aux autorités judiciaires. Le 15 mars 1987, après la messe, le père Mathieu Lavigne n'est pas allé à la Loire comme il l'avait prévu. À la place, il est allé voir son frère Étienne aux Granges. Je pense qu'il voulait lui dire adieu ou peut-être essayer une dernière fois de le convaincre de se dénoncer. Nous ne saurons jamais exactement ce qui s'est passé. Peut-être y a-t-il eu une dispute. Peut-être Mathieu a-t-il menacé de partir et de laisser un témoignage écrit qui mènerait à Étienne après sa mort. Peut-être Étienne a-t-il paniqué. Ce qui est certain, c'est que Mathieu est mort aux Granges ce jour-là. Et Étienne a enterré son corps dans sa propriété, puis a appelé Marguerite Beauchamp à 16 heures pour signaler l'absence de son frère, créant ainsi un alibi. Mais pourquoi Étienne a-t-il gardé le silence jusqu'à sa mort ? Demande le procureur. Parce qu'avouer le meurtre de Mathieu aurait révélé le meurtre de Juliette. Il aurait tout perdu. Alors il a choisi de vivre dans le mensonge, de jouer le frère éploré, de chercher Mathieu alors qu'il savait exactement où il était. C'est pour cela qu'il est mort sans paix, laissant ce testament impossible à exécuter. Le 3 juin 2017, la famille Marchand organise des funérailles pour Juliette, 63 ans après sa mort. Robert Marchand, soutenu par ses enfants et petits-enfants, voit enfin sa sœur recevoir une sépulture décente au cimetière de Beaumont-sur-Loire. Une centaine de personnes assistent à la cérémonie. Le nouvel évêque d'Orléans préside la messe d'enterrement. Dans son homélie, il évoque le poids des secrets, les tragédies causées par le silence, mais aussi le courage de ceux qui cherchent la vérité même des décennies plus tard. Juliette peut enfin reposer en paix, dit-il, et avec elle peut-être l'âme tourmentée du père Mathieu Lavigne, qui voulait tant que justice soit rendue. Robert Marchand, 98 ans, pleure devant la tombe de sa sœur. « Juliette, tu me manques depuis si longtemps. Je suis désolé qu'il ait fallu attendre tout ce temps, mais au moins maintenant nous savons, et tu n'es plus seul dans ce puits terrible. » Le 8 juin, le corps du père Mathieu Lavigne est également inhumé dans le caveau familial des Lavigne, au cimetière de Blois, sa ville natale. Quelques anciens paroissiens de Beaumont font le déplacement. Claire Fontaine est présente. Marguerite Beauchamp, décédée en 2013, n'aura jamais su la vérité, mais plusieurs témoins rapportent qu'elle avait toujours maintenu que quelque chose de terrible était arrivé au père Lavigne. La cérémonie est brève, empreinte d'une tristesse complexe. Comment pleurer un homme qui a été victime mais aussi complice, malgré lui, d'un silence coupable? Comment honorer un prêtre qui a trahi son serment en disparaissant plutôt que d'affronter son dilemme? L'évêché publie un communiqué mesuré. Il reconnaît la tragédie exceptionnelle vécue par le père Lavigne, pris entre son amour fraternel et son devoir de justice. Il affirme que le secret de la confession reste un pilier fondamental du sacrement, mais que l'Église encourage toujours les pénitents à assumer la responsabilité de leurs actes criminels devant la justice civile. Des théologiens et des spécialistes du droit canonique débattent pendant des semaines dans les médias sur le cas du père Lavigne. Certains soutiennent qu'il aurait dû trouver un moyen d'amener son frère à se dénoncer volontairement. D'autres reconnaissent qu'il était dans une situation impossible, sans issue morale claire. Tous s'accordent sur la cruauté du dilemme. Claire Fontaine donne une interview à un journal régional. « Pendant 30 ans, j'ai cherché à comprendre ce qui était arrivé au père Lavigne. Maintenant que je sais, je réalise que certaines vérités sont plus lourdes que le mystère lui-même. Cet homme a été détruit par un secret qu'il n'aurait jamais dû porter. Son frère l'a détruit 2 fois,
Une première en lui confessant son crime, une seconde en le tuant pour protéger ce secret. L'affaire soulève des questions sur la limite du secret professionnel. Des avocats font remarquer que même le secret professionnel de l'avocat connaît des exceptions en cas de crime grave. Pourquoi le secret de la confession serait-il absolu? L'Église répond que les sacrements opèrent dans une dimension spirituelle différente du droit civil, mais le débat reste vif. À Beaumont-sur-Loire, le choc met des mois à se dissiper. Les plus anciens, ceux qui se souviennent de l'époque, réévaluent leurs souvenirs d'Étienne Lavigne. C'était un homme taciturne, solitaire, qui ne se mariait jamais malgré plusieurs opportunités. Certains avaient attribué cela à un caractère difficile ou à un chagrin d'amour de jeunesse. Maintenant, ils comprennent. C'était la culpabilité, le secret qui le rongeait, l'impossibilité de construire une vie normale avec un tel poids. Monsieur Garnier, qui est décédé en août 2017 à 92 ans, aura au moins eu la réponse avant sa mort. Il a confié à un proche. Étienne venait parfois boire un verre au café dans les années 60. Il avait toujours cet air absent, comme s'il était ailleurs. Maintenant, je comprends où il était, avec Juliette, dans ce puits, et avec son frère, dans cette tombe cachée. La maison parochiale, devenue centre culturel, ouvre officiellement en septembre 2017. Une plaque commémorative est installée dans l'entrée. À la mémoire du père Mathieu Lavigne, 1949-1987, curé de cette paroisse, qui a donné sa vie confronté à un dilemme moral d'une cruauté exceptionnelle. Puisse son histoire nous rappeler que la vérité et la justice doivent toujours prévaloir, même au prix des plus grands sacrifices. Dont le registre manuscrit du père Lavigne est versé aux archives départementales du Loiret, où il peut être consulté par des chercheurs. Il devient rapidement un document étudié par des spécialistes de théologie morale, des historiens, des psychologues. C'est un témoignage rare et glaçant de la détresse d'un homme pris au piège entre des loyautés contradictoires. Robert Marchand décède paisiblement en octobre 2018, à 99 ans. Sa famille rapporte que ses derniers mots ont été « Je vais retrouver Juliette. Je vais lui dire que nous ne l'avons jamais oubliée ». En 2019, un documentaire télévisé sur France 3 retrace toute l'affaire. Le réalisateur interroge les protagonistes encore vivants, reconstitue les événements, explore les dimensions éthiques du cas. L'émission obtient une audience exceptionnelle. Les téléspectateurs sont bouleversés par cette histoire qui pose des questions sur la nature du pardon, les limites de la loyauté familiale, le poids insupportable de certains secrets. Claire Fontaine, interrogée pour le documentaire, conclut « Ce qui me hante le plus, c'est de penser à ce dimanche 15 mars 1987. Le père Lavigne célèbre sa dernière messe. Il sait qu'il va disparaître. Il parle du pardon et des secrets. Parmi les fidèles, son frère Étienne est peut-être présent, sachant lui aussi ce qui va se passer. Ou peut-être pas. Peut-être Mathieu est-il allé le voir ensuite et la rencontre a mal tourné. Nous ne saurons jamais exactement. Mais ce que nous savons, c'est que deux hommes, liés par le sang et par un crime, se sont détruits mutuellement. Étienne a détruit Mathieu. Mathieu a détruit Étienne en acceptant cette confession. Et au centre de tout, Juliette, une jeune fille innocente dont la mort a empoisonné 2 générations. L'église Saint-Martin de Beaumont-sur-Loire continue d'accueillir des offices 1 fois par mois. Mais maintenant, les visiteurs viennent aussi pour voir l'endroit où a disparu le père Lavigne, pour imaginer cette dernière messe, pour réfléchir aux questions impossibles que cette histoire soulève. Dans le cimetière, la tombe de Juliette Marchand reçoit régulièrement des fleurs de visiteurs anonymes. Sur sa pierre tombale, une inscription simple, Juliette Marchand, 1937-1954. Retrouvée en 2017, puisse-t-elle enfin connaître la paix? L'affaire du père Lavigne est devenue un cas d'école dans les séminaires de France. Les futurs prêtres l'étudient pour comprendre les limites et les tensions du secret de la confession. Des débats éthiques se poursuivent. Le père Lavigne aurait-il dû agir différemment? Aurait-il dû refuser d'entendre la confession de son frère dès qu'il a compris de quoi il s'agissait? Aurait-il dû chercher conseil auprès de son évêque, même sans révéler l'identité du pénitent?
Aurait-il dû trouver un moyen indirect de mener les enquêteurs vers la vérité? Les réponses varient, mais tous s'accordent sur un point. Mathieu Lavigne était un homme bon qui a été placé dans une situation pour laquelle aucune formation, aucune théologie, aucune prière ne pouvait le préparer. Il a fait ce qu'il pensait être juste. Préserver le secret sacré, mais refuser de vivre avec son poids. Son choix l'a tué. 30 ans après sa disparition, 63 ans après le meurtre de Juliette Marchand, les deux victimes reposent enfin en paix. Étienne Lavigne est mort en 2005 en portant ses secrets dans la tombe, ignorant que son frère reposait à 100 mètres de sa maison depuis 1987, ignorant que 30 ans plus tard, un registre caché révélerait tout. La vérité a fini par émerger, mais à quel prix et pourquoi? Les morts ne reviennent pas. La justice ne peut être rendue à ceux qui ne sont plus. Ce qui reste, c'est une leçon amère sur la façon dont les secrets peuvent dévorer les âmes, sur la complexité morale de situations où aucun choix n'est pur, où chaque décision porte son poids de trahison. Ce cas nous montre comment un secret peut devenir un poison qui contamine tout ce qu'il touche. Le père Mathieu Lavigne a été détruit par une vérité qu'il ne pouvait ni révéler ni oublier. Étienne Lavigne a vécu 33 ans avec le poids d'un meurtre, puis 30 ans supplémentaires avec le poids d'un second. Juliette Marchand a été arrachée à la vie à 17 ans. 3 vies détruites, et combien d'autres abîmées autour. Les familles, la communauté, tous ceux qui ont cherché des réponses pendant des décennies. Qu'est-ce que vous en pensez? Le père Lavigne aurait-il dû agir différemment? Le secret de la confession doit-il avoir des limites face aux crimes graves? Et surtout, avez-vous perçu les signes tout au long de ce récit qui pointaient vers la vérité? Partagez vos réflexions dans les commentaires. Si vous avez été touché par cette histoire vraie, reconstituée à partir des faits réels, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour ne manquer aucun nouveau cas. Laissez un like si ce récit vous a marqué et partagez-le avec quelqu'un qui s'intéresse aux mystères et aux dilemmes moraux que la vie peut parfois nous imposer.